effectivement, je suis le doyen de la faculté de santé de l'Université d'Angers. C'est sous cet éclairage-là que je vais vous présenter quelques informations sur les conflits d'intérêts en pédagogie. Alors, j'ai testé, en fait, j'ai pas été arrêté par les gens des diapos pour me faire rajouter une déclaration de conflit d'intérêt, mais j'ai aucun conflit d'intérêt industriel. Euh, alors, vu d'une faculté, il y a deux types de conflits d'intérêts pédagogiques. Il y a une forme active individuelle que vous connaissez bien, c'est qu'un hôpital universitaire va utiliser sa position universitaire, va utiliser les moyens de la faculté qui sont mis à sa disposition, notamment le fait d'utiliser les services de scolarité, de pédagogie, d'avoir à construire un programme de cours et d'intervenir auprès des étudiants pour influencer les étudiants, les collègues, le public en termes de référence sur une discipline, pour un gain personnel financier par l'industrie pharmaceutique, pour une économie de remise en cause intellectuelle. Et puis la deuxième phase, la deuxième forme, une forme institutionnelle plutôt passive, qui est notre difficulté, pour ne pas dire notre incapacité, à interrompre complètement la forme active que je viens de vous montrer, et puis pour la perméabilité qu'on peut avoir pour laisser accès aux industriels du médicament et du matériel médical, laisser accès librement à nos étudiants, parfois pour un gain facultaire en termes de financement de programmes d'enseignement, mais le plus souvent sans gain du tout, ce qui relève, on peut le dire, d'une très grande naïveté de notre part. Alors, on peut apprécier dans la littérature ce contact entre l'industrie et les étudiants, des données américaines récentes qui ne vous surprendront pas, vous avez connu la même chose en France. Plus de 80% des étudiants, là c'est du second cycle, ont reçu au cours de leurs études au moins un cadeau, un repas, un livre. Mais au-delà de cette description ponctuelle, les choses sont beaucoup plus fréquentes puisque cette interaction est mesurée environ une fois par semaine. Alors la deuxième partie de la diapositive est quelque chose, donc j'ai choisi des chiffres avec une amplitude très large, mais c'est systématique dans toutes les études. Quand on demande à des étudiants, mais c'est pareil pour vous, est-ce que le fait de recevoir un cadeau, un repas, aller dans un congrès a une influence sur les autres? Tout le monde est d'accord pour dire que oui, ça a une influence sur le voisin d'à côté ou dans la fac d'à côté, mais est-ce que ça a une influence personnelle? Tout le monde est d'accord pour dire que non, ça n'a aucune influence personnelle sur son propre comportement, c'est systématique. Et là, c'est très important de comprendre ce biais-là pour comprendre comment on peut lutter contre les conflits d'intérêts. La psychologie sociale nous apporte des expériences très amusantes pour comprendre cette dissociation entre ce qu'on perçoit pour les autres et pour soi-même. Donc c'est quelque chose qui était rapporté dans le JAMA il y a quelques années. On va demander à un médecin, ici, d'effectuer un travail qui peut s'évaluer en temps et en quantité, et on va lui dire, en fonction de ce travail, vous avez une somme d'argent que vous allez pouvoir distribuer avec une autre personne avec qui vous avez partagé ce travail. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir du moment où ce travail, on l'évalue avec deux aspects, temps et quantité, s'il y a un des deux paramètres qui favorise ce médecin qui décide du choix, eh bien, il va systématiquement garder la plus grande partie de l'argent distribué. Et c'est que dans le cas où les deux paramètres sont en faveur du deuxième médecin que le partage va devenir égal. Ça s'appelle le biais de choix personnel, où à partir du moment où vous avez plusieurs dimensions pour juger de quelque chose, vous allez toujours retenir la dimension qui vous favorise et ne pas retenir les dimensions qui sont en faveur des autres. Et ça, c'est très important dans les conflits d'intérêts. On se rend compte que c'est un sujet majeur. On est toujours dans plusieurs dimensions et on va toujours pas voir les dimensions qui ne sont pas en notre faveur. Alors, les associations américaines d'étudiants ont, depuis le début des années 2010, fin des années 2000, pris en compte ce sujet à leur compte et ont distribué aux facultés américaines des scores, des évaluations de leur degré de porosité avec les conflits d'intérêts de l'industrie du médicament et du matériel pharmaceutique. Donc il y a une quinzaine de scores avec des premières versions 2008 avec des critères durcis en 2014. Par exemple, éducation médicale continue, donc la fameuse formation continue chez nous. En 2008, les critères étaient que l'industrie pouvait donner de l'argent pour financer une action de formation continue à partir du moment où c'était vérifié par un comité facultaire, dit indépendant. En 2014, décide que non, c'est pas possible, ces fonds vont
être influencer l'enseignement et que ces fonds ne sont permis que s'ils sont donnés à un pot commun non fléché pour une action de formation. Alors, pas permis, mais ce qui permet d'avoir le score le plus élevé dans la gradation. Accès entre un industriel à un étudiant, dans le cadre de son stage par exemple, interdit ou donnant une mauvaise note en 2008, accès aux industriels, enfin des étudiants industriels en dehors des lieux d'enseignement, en dehors des lieux où il y a des patients et sur permission. 2014, totalement interdit. Les fameux repas, permis dans les critères de 2008 si c'était dans la formation continue. Et 2014, il n'y a pas de raison que la formation continue, l'étudiant puisse être mieux nourri que l'étudiant en formation initiale, et donc interdit aussi. Alors voilà ce que ça donne. Déjà, il y a à peu près 50% des facultés américaines qui répondent. Sur les critères, jusqu'à 2013, formation continue, 64% des facultés qui répondaient satisfaient aux critères de pas de financement permis après vérification par un comité. Et quand on tombe dans tous les financements sont interdits, sauf pot commun non fléché, on tombe à 3%. Les repas, jusqu'en 2013, 60% des facultés qui répondaient disaient oui, il n'y a pas de repas de l'industrie pharmaceutique pour nos étudiants. Et quand on ajoute la formation continue, on tombe à 15%. C'est un point majeur, la formation continue, notamment en France, puisque pour une faculté, c'est le seul moyen d'augmenter ses recettes directement. Et donc, il y a une très grande tentation pour les doyens de favoriser toutes les ressources qui viennent de là et d'être un peu moins attentif sur le contenu pédagogique. Alors, l'avis des étudiants, la perception par les étudiants est très intéressante. On regarde un peu l'évolution. Sur le repas, est-ce que c'est normal qu'un étudiant reçoive un repas en 2003, 70% des étudiants considéraient oui, c'est normal d'avoir un repas à l'industrie pharmaceutique. Ça progresse un peu, mais ça reste encore un chiffre très important. Il n'y a pas de raison que l'industrie pharmaceutique finance un repas pour un étudiant. Ils mangent normalement, ils peuvent se nourrir, et forcément il y a un message derrière. Et 58% des étudiants considèrent que c'est encore normal. Alors, chose amusante, en 2003, 14% des étudiants considéraient que c'était normal de se faire payer des vacances par l'industrie pharmaceutique. Bon, ça évolue en 2012, mais quand même pour dire l'ampleur de là où on part. Et si on regarde, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien d'avoir un enseignement délivré par l'industrie pharmaceutique, 90% des étudiants en 2003, ça baisse un peu en 2012, mais 70% des étudiants considèrent que oui, c'est bien, c'est important dans leur programme de formation d'avoir des enseignements directs par l'industrie pharmaceutique. Alors, ce type d'évaluation des facultés a été faite récemment en France par une association qui s'est autoproclamée comme référente sur le sujet, ce qui pose en soi-même un problème, l'association Formindep, qui a envoyé donc ces types de scores aux 34 facultés françaises. Il y a 3 facultés seulement qui ont répondu, ce qui les met les 3 dans le trio de tête, mais avec des scores sur 26 qui sont misérables, 5 sur 26, 4 sur 26, ce qui a fait évidemment un peu de bruit dans la conférence des doyens, dans la presse, et donc a donné lieu en novembre 2017 à la publication de la charte dont parlait Djilali, charte éthique et déontologique des facultés de médecine et d'odontologie, et vous remarquez déjà que les facultés de pharmacie n'ont pas signé cette charte, considérant qu'ils avaient une relation différente avec l'industrie, ce qui peut discuter, mais c'est quand même notable. Alors il y a 13 points dans cette charte, les points les plus saillants pour le pédagogique était qu'il faut former nos étudiants à l'ontologie, à l'éthique, à ses relations avec les industriels, qu'il faut absolument avoir une transparence des liens d'intérêt, et c'est cette fameuse affichage des liens d'intérêt au début de chaque session de cours. Les avantages et cadeaux sont totalement interdits. Le problème, c'est pas le prix du stylo. Le problème, c'est que sur le stylo, il y a marqué quelque chose. C'est pas le stylo qui compte, c'est ce qui est marqué dessus. Donc le prix, on s'en fiche en fait. L'indépendance totale des contenus pédagogiques en termes de support pédagogique, de ce qu'on met dedans, la seule exception étant quand l'industriel dispose à lui seul de la compétence, et ça c'est vrai pour notamment le matériel médical, mais ça doit être approuvé par une commission de déontologie. Dans toutes les facultés françaises, il doit y avoir une commission de déontologie chargée d'arbitrer les conflits et de vérifier l'indépendance des contenus. Alors, maintenant, avant de crier au loup et dire que c'est un problème absolument scandaleux et qu'il faut absolument lutter contre et complètement exclure les industriels de nos facultés, se poser la question de quelle est l'ampleur du problème. Alors, ça a déjà été abordé. Je vous remontre ici une méta-analyse, qui n'est pas spécifiquement sur les étudiants, mais des étudiants sont dedans, mais il y a des études sur les étudiants qui remontent la même chose, qui regardent le fait d'avoir des contacts avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et
médecins et étudiants, est-ce que ça augmente la prescription? Donc cette méta-analyse, au total, ça augmente par entre 2 et 3 fois la prescription des médicaments étudiés. Alors, un article dans JAMA, qui a une étude avant-après dans les facultés de la côte est américaine, la mise en place de politiques restrictives d'accès de l'industrie pharmaceutique aux étudiants, donc avec une grande ampleur, et qui montre cette fois-ci que l'impact est beaucoup plus modéré, avec seulement une diminution de 2% de la prescription des médicaments cibles. 3 fois d'un côté, 2% de l'autre. On voit bien de toute façon qu'on va alimenter un débat très important pour les facultés, qui est qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre à vouloir faire des barrières complètement étanches entre industrie et faculté dans le monde de l'enseignement. Donc là, je vous ai mis différents mots qui peuvent apparaître. Il y a eu une controverse importante publiée dans le New York Times il y a quelques années, avec sur la gauche de la diapositive, le doyen de Harvard à l'époque, il disait qu'il faut réguler, il faut faire attention, mais il faut largement ouvrir les facultés aux industriels pour la recherche, pour l'enseignement, parce qu'on a plein de choses à gagner. Et puis à droite, Marcia Angel, qui est une ancienne éditrice du New England, qui disait, vu la nature très différente et la cible très différente de l'objectif d'une faculté et d'un industriel, c'est forcément une alliance perdante pour la faculté, et que ça relève d'un pacte faustien. Alors un exemple de régulation qui est possible, qui a été proposé, donc Partners Healthcare, c'est un groupement de facultés nord-américaines, notamment toute la côte Est, et qui a proposé la règle des 70-30, c'est-à-dire qu'un industriel, plutôt des industriels, peuvent financer des actions de formation à partir du moment où ils sont plusieurs sur une action de formation, et à partir du moment où aucun industriel ne va financer à plus de 70%. Alors on voit les budgets sur ces quelques facultés qui passent entre avant et après la mise en place de cette règle à 7 millions de dollars à 5 millions de dollars. On est très loin des 4 milliards. L'éducation ne joue pas dans le même rôle, dans le même camp que la prescription de médicaments, mais quand même c'est assez notable. Il y a quelques facultés qui ont décidé que non, pour eux c'était fini. Par exemple, Stanford a dit non, on ne veut plus aucun industriel du médicament dans nos facultés. Mais l'étape d'après, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à se poser la question? Parce que bien sûr, il n'y a pas que l'industriel du médicament, l'industrie pharmaceutique. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à se poser la question et répondre? Alors, si vous êtes prêt à vous poser la question, c'est que vous avez déjà perdu, puisqu'en 2016, Stanford a officialisé un accord sur la gestion des bases de données, la formation avec Google. On comprend que Stanford ait pu interrompre tout lien avec l'industrie pharmaceutique. Et au total, le problème pour une faculté, c'est un peu comme le dopage dans le cyclisme. Donc là, vous avez Lance Armstrong qui a eu quelques conflits d'intérêts avec les firmes pharmaceutiques qui produisaient de l'EPO. Parce que certes, le dopage, c'est pas bien pour le sport, c'est pas bien pour l'individu qui le prend, mais malgré tout, c'est ce qui permet d'aller plus vite en haut de la montagne. Le monde de l'éducation est un monde qui est également extrêmement compétitif. Alors moins en France, du fait de la régulation financière et de la régulation de l'accès dans les études de santé, mais dans le monde entier, c'est extrêmement compétitif d'avoir des étudiants dans sa faculté. Et pouvoir avoir plus de financement, c'est offrir des programmes pédagogiques plus brillants, plus de simulations, plus de contenu, plus d'ordinateurs, et avoir une faculté qui va être extrêmement probe, qui va couper tout financement, c'est probablement très bien, mais sauf que la faculté à côté qui ne fait pas pareil, les étudiants, savoir où ils vont aller, la réponse peut être assez rapide. Par exemple, dans une faculté comme la mienne, mes coordinateurs du DES de chirurgie vont me demander 15 000 € pour former leurs internes sur animaux vivants aux techniques chirurgicales. Si je multiplie par les 12 ou 13 DES chirurgicaux, on est sur des budgets de 140 000, 150 000 € par an, sur un budget de fonctionnement hors salaire de la faculté qui est de 2 millions. Voilà, ça veut dire que j'ai 10%, 15% de financement qui vont juste pour le troisième cycle sur quelques DES. Ça pose un souci. Donc, pour terminer, donc, il y a quand même des choses qu'il faut absolument faire. La déclaration des conflits d'intérêts des enseignants auprès des étudiants, c'est une façon d'apprendre à nos étudiants à se positionner. La formation aux conflits d'intérêts est quelque chose de majeur. Les commissions de déontologie qui doivent avoir un regard sur les contenus, sur les comportements individuels est majeur. Et il faut réfléchir aux sanctions qui vont avec. Alors, il y a des idées qui pourraient être faites, c'est que ces fameuses activités accessoires que font beaucoup d'universitaires pour leur revenu propre pourraient considérer, ils le font sur leur temps de travail, et donc ça pourrait aller non pas à titre individuel, mais sur des pots communs universitaires
ou CHU reversés pour de la recherche, pour de l'enseignement, mais de façon non fléchée, et les fondations universitaires pour servir à ça. Le problème de ces outils de régulation, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Ça peut être aussi des merveilleux outils de complaisance où on met un très beau vernis, mais finalement on ne change rien du tout. Et en revanche, on met un mécanisme de complexité très important qui va avoir, ce qu'on sait très bien faire dès qu'on met de la régulation, qui va embêter, pour rester poli, tout un tas de personnes pour lesquelles les conflits d'intérêts ne sont pas très importants, voire même minimes, et au total notre incapacité à arrêter ceux pour lesquels il y a vraiment des comportements complètement outranciers. Et donc avec le risque de faire des choses qui sont symboliquement très belles, mais qui se trompent en fait complètement de cible. Voilà, je vous remercie.